Bonjour à tous. Vous l'avez remarqué, et une fois n'est pas coutume, je suis seul aujourd'hui pour vous accueillir. Thierry Coltier est retenu sur un déplacement pour un projet qu'il mène depuis pas mal de temps et dont j'espère qu'il pourra nous parler rapidement. Pour autant, voilà, c'est inenvisageable de démarrer un webinaire aussi important sur un sujet qui nous plaît autant sans avoir un mot d'introduction de sa part. Donc, je lui ai demandé de nous enregistrer une petite vidéo d'introduction que je vais vous passer immédiatement et on se retrouve juste après. Bonjour à tous. Comme Vincent a dû vous le dire, malheureusement, je ne peux pas être parmi vous aujourd'hui. Vous croyez que je le regrette. J'aurais aimé notamment t'interroger, Bertrand. Maintenant, Vincent a proposé que je vous fasse un petit message d'introduction comme à mon habitude. Le sujet d'aujourd'hui, c'est celui de la restauration. Les souvenirs que j'en ai, quand j'étais exploitant, c'est que c'est un sujet complexe. La restauration, c'est beaucoup de charges variables. Ce sont des sujets de gestion du personnel, surtout dans le cadre d'une activité saisonnière. C'est encore aujourd'hui et toujours plus de réglementation, de contraintes, d'hygiène, etc. Enfin, jusqu'à présent, pendant longtemps plutôt, on a considéré on bénéficiait dans les parcs d'une certaine population captive et on avait tendance à vendre des choses, pour le dire, pas très qualitatives et plutôt très chères en privilégiant une marge immédiate. Aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, le paradigme a vraiment changé et les exploitants ont bien compris que dans la séquence de la journée, de l'expérience du visiteur, la restauration est une composante à part entière. Et du coup, le rapport justement à la visite a évolué et on a glissé vers une restauration qui devient, je dirais, expérientielle. Expérientielle en ce sens qu'elle cherche à se différencier de l'ordinaire, de ce que l'on peut trouver, et elle contribue de plus en plus à proposer à contribuer non seulement à la rentabilité durable de l'exploitation, mais elle est une fois encore le reflet de l'imagination. Elle se combine maintenant aussi avec de l'hébergement dans certains cas. Bref, j'en dirai pas plus. Surtout, j'ai hâte de vous retrouver et de retrouver les échanges que vous allez nous proposer dans le cadre de ce nouveau webinaire. Et je croyais que je me précipiterais sur le replay dès que j'aurai l'occasion. Le fond que vous voyez derrière moi est une sorte de teaser de quelque chose que j'aurai plaisir à vous présenter prochainement, mais j'en dis pas plus et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Merci Thierry en tout cas pour l'introduction. Un mot rapidement sur nos invités du jour. On a cherché à rassembler 3 expertises, chacun dans son domaine, entre une approche très très globale de la restauration vis-à-vis du public, entre une application spécifique de la restauration sur les lieux de loisirs, qui sont une interaction bien particulière. Étienne nous en dira un mot. Et puis sur un développement de concepts très hybrides qui associe d'une manière très poussée, très avancée le loisir avec la restauration. Et avant tout ça, on reste fidèle à nos habitudes. Forcément, une petite revue d'actualité sur les loisirs qui est toujours assez riche, heureusement, et qui dénote vraiment un dynamisme de notre secteur. Excusez-moi. Aujourd'hui, au programme, on va parler de la consolidation du secteur avec l'exemple très récent du parc du Petit Prince. On continuera notre exploration des loisirs indoor plutôt sociaux avec pas mal de nouvelles expériences qui sont en train d'arriver. Petit pas du côté de l'immersion avec 2 exemples d'animation, d'attractions immersives autour de licences très connues du jeu vidéo, vous les reconnaîtrez tout de suite, et portant aussi un haut niveau d'interaction pour personnaliser encore plus
les expériences. En photo, une photo que vous aurez peut-être vue sur les réseaux, un programme immobilier très intéressant qui rappelle cette fameuse centrale d'incinération de déchets à Copenhague avec sa piste de ski. Vous verrez, vous ferez peut-être vite le rapprochement. On ira ensuite du côté d'Orlando pour voir un concept assez historique, assez pionnier dans les loisirs indoor qui se transforme en un autre concept tout aussi intéressant. Et sans transition, on évoquera rapidement le nouveau restaurant de Disneyland Paris pour assurer la continuité avec notre thème du jour et nos invités. Premier sujet du jour, voilà, un nouveau propriétaire pour le parc du Petit Prince a été annoncé le mois dernier. Il s'agit d'un opérateur polonais, donc on a un nouvel acteur maintenant, un nouvel opérateur des loisirs sur le territoire français, un opérateur qui initialement a plutôt opéré du côté des centres commerciaux, des retail parks et des centres des expos, puis qui ensuite a commencé sa diversification dans l'univers des loisirs indoor en reconvertissant une partie d'un espace de congrès en un parc d'attractions indoor qui est le plus grand d'Europe avec à peu près 25 000 ou 30 000 mètres carrés, de la place pour s'étendre encore en indoor ou en outdoor et une sélection d'attractions plutôt orientées famille mais avec un haut niveau de thématisation et d'immersion. Vous avez une petite image en bas à droite. Voilà, donc on a une nouvelle histoire, un nouveau chapitre qui s'ouvre pour le parc du Petit Prince. Ça avait ouvert en 2006, ça ne nous rajeunit pas comme le Bioscope, un projet qui avait été porté par la Compagnie des Alpes à l'époque, qui était devenu le parc du Petit Prince il y a un peu plus de 10 ans, en 2014, porté notamment par la société Aérophile, bien connue pour ses ballons ascensionnels. Voilà, donc ça c'est un témoignage de la consolidation à l'œuvre dans le secteur des loisirs. C'est pas la seule. On a également appris récemment que le groupe Parques Reunidos avait vendu tous ses sites américains, d'Amérique du Nord en tout cas, au groupe familial Herschend, pour se recentrer notamment sur l'Europe. Voilà, donc un geste assez fort en tout cas sur la stratégie de conduite des opérations. Et très récemment, le groupe Looping a officialisé le rachat du parc Saint-Paul dans l'Oise, un parc des années 80 qui avait été fondé par la famille Campion, une célèbre famille de forains français. Voilà à peu près pour les actualités sur la consolidation du secteur. À continuer, discussion à continuer dans le cadre des journées du SNELAC qui se tiendront au mois de mai au Puy du Fou. Voilà, Voltaire sera représenté comme chaque année lors de cette édition. Les loisirs indoor sociaux, beaucoup d'annonces ces dernières semaines. À la une, cette association entre la marque, l'enseigne Activate, ancienne canadienne, largement développée en Amérique du Nord, des expériences très interactives, numériques, entre le sport, la réflexion. Voilà, on y retrouve un seul pixel, on y retrouve des parcours laser. On va parcourir des salles avec différents types de défis, avec un bracelet qui va enregistrer nos performances, qui vont nous inciter à faire toujours mieux. Donc voilà, un concept assez fort et qui incite à beaucoup de revisites. Aujourd'hui, c'est 40 sites aux États-Unis et au Canada. Le premier site de France développé par Adrena sera à Imagipark, un complexe multi-activités, multi-enseignes qui ouvrira cet été, voilà, Marne-la-Vallée, je l'ai dit. Et le reste du développement concernera la France, bien sûr, mais aussi les 3 pays du Benelux, l'Espagne et le Portugal. Voilà, c'est pas le seul exemple de renouvellement des loisirs sociaux. Vous avez PAN, le concept PAN qui ouvre début avril, un concept de bar à tir. Voilà, vous avez des écrans interactifs, vous pourrez vous amuser à dégommer des cibles sur différents types de scénarios. Vous avez Pux également, le tout premier shuffle bar spécialisé au cœur de Paris. Vous avez aussi des enseignes qui renouvellent un peu leurs expériences. Quizroom, par exemple, vient de lancer un quiz en partenariat avec l'équipe, un quiz sportif, spécialisé sportif, donc qui montre aussi un renouvellement de l'expérience. Mais c'est pas fini, vous avez aussi un blind test, voilà, avec la société française Blind Test, qui a lancé une soirée spéciale au Jamel Comedy Club, donc c'est pas rien en termes de notoriété, et All You Need ouvre son deuxième site français après Lille. Elle va ouvrir le mois prochain, donc c'est imminent en début avril, cette fois à Carré-Sénard. Voilà. Et également pour poursuivre ces discussions, je vous invite à vous inscrire au salon du Space, donc le CELI qui se tiendra à Toulouse le 23 et 24 juin prochain. Voilà, pour poursuivre ces échanges et discussions sur les loisirs indoor et les loisirs sociaux.
Immersion maintenant, et là encore, on annonce de beaux événements à venir. Ça va venir un peu plus vite puisqu'on fait cette page en lien avec le Jedi qui organise chaque année les journées de l'immersif, une belle réunion de professionnels, du 6 au 8 avril à Lyon. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi. Deux exemples ce mois-ci d'expériences. Alors on est en Angleterre, hein, on est vraiment sur un pays pionnier en matière de grandes expériences immersives. Vous avez d'abord Pac-Man Live. Là, il s'agit vraiment de parcourir le labyrinthe célèbre du jeu vidéo. On a un badge, une veste spéciale qui va enregistrer nos points, qui va permettre de vous repérer dans l'espace et de rendre l'expérience interactive. Le but du jeu elle-même va essayer d'attraper des bonus et d'éviter les petits fantômes. L'expérience dure quasiment 1 heure, dans un très très grand. Ça ressemble un petit peu à Battle Kart vu d'en haut. On a un grand mapping au sol et ensuite on va parcourir l'espace comme ça en gagnant des points. Donc un haut niveau d'interaction et une manière de vivre le jeu pleinement en étant complètement dedans. À côté de ça, vous avez Minecraft Experience, là sur un jeu vidéo un petit peu plus récent que Pac-Man. Là également, donc on recrée physiquement l'univers du jeu et on y donne une bonne partie d'immersion interactive, notamment avec une petite brique lumineuse qu'on va avoir en main, qui va changer de couleur, qui va vibrer, qui va déclencher des effets, qui va permettre d'être beaucoup plus acteur de l'expérience. Voilà, avec une portée aussi pas mal familiale, également cohérente avec le jeu. Donc là, on a aussi un haut niveau de technologie pour porter voilà un univers complètement virtuel d'une manière beaucoup plus réelle dans un grand espace, un palais des expos, des congrès ou autres. Donc on est vraiment sur une belle évolution de ces expériences. L'image que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui, c'est celle-ci. Elle n'est pas complète, mais j'ai pas réussi à trouver mieux. On est sur un programme immobilier qui s'appelle Projet 360, qui est à Saint-Denis, pas très très loin du Stade de France et du stade aquatique olympique. Il est porté en copromotion par le groupe Légende et par Apsis, et il se distingue par cette forme qui rappelle voilà cette fameuse centrale d'incinération qui s'appelle Copenhill, qui est à Copenhague. À Copenhague, vous aviez une station de sport d'hiver avec une piste de ski sèche en toiture. Ici, vous avez une piste de vélo, voilà, donc vous pouvez partir d'en haut avec une série de bosses, de virages relevés, peut-être de tremplins, voilà, homologués pour des compétitions, si j'ai bien retenu les infos presse qui sont sorties dessus. Mais voilà, on voit aussi un bâtiment, un programme immobilier qui, par sa forme, a capacité de devenir attraction, de devenir iconique et de supporter complètement une activité de loisir. Le reste du programme, vous avez des résidences étudiantes, vous avez de l'hôtellerie, d'autres fonctions également, et un grand skatepark couvert également en rez-de-chaussée. Voilà, donc une belle opportunité aussi immobilière de développer d'autres formes de loisirs, vraiment pour le coup au cœur des grandes agglomérations. Les concepts, voilà, j'avais envie d'évoquer ce matin aussi, ça nous emmène à Orlando. À Orlando, donc c'est très connu pour Disney World, hein, donc la grande série des parcs Disney, aquatiques, parcs traditionnels, hôtels à thème, etc. Mais vous avez également Disney Springs, qui est une sorte de très gros centre commercial en plein air, très travaillé, très immersif, qui a très longtemps comporté une offre assez atypique qui s'appelait Disney Quest. Disney Quest, c'est un des grands concepts pionniers des attractions indoor. Ça a ouvert en 98. Voilà, donc on est vraiment très très loin dans le passé. Il s'agissait de rassembler beaucoup d'expériences interactives. Les tout débuts de la VR ont eu lieu là-dedans. Beaucoup d'attractions comme ça qui reprenaient les grands noms, les grandes idées, les grandes histoires de Disney, mises vraiment organisées dans un bâtiment à étages avec plusieurs univers. Donc très très pionnier, peut-être un peu trop en avance sur son temps. Ça a même ouvert en plein cœur de Chicago. Ça n'a pas duré longtemps, mais en tout cas vous aviez un parc Disney en plein cœur de Chicago. Mais en tout cas il y avait une ambition de développer ça dans le monde, mais ça n'a pas tenu. Et celui de Disney Springs est celui qui a ouvert le plus longtemps, puisqu'il n'a fermé qu'en 2017. Il a été remplacé ensuite par un concept autour de la NBA qui n'a pas duré très très longtemps et qui est maintenant remplacé par un action game qui s'appelle Level 99, voilà, qui fait partie des expériences les plus intéressantes qu'on va trouver sur ce créneau-là et ce secteur-là en Amérique du Nord. Il a été fondé par Mathieu Duplessis, qui avait fondé en 2004 Five Wits, qui était un concept qui a été largement précurseur de l'escape game aussi. Une aventure immersive à thème, des petites salles, des petits groupes, de l'interactivité et voilà. Et donc sur un système complètement piloté, scénarisé par ordinateur également. Donc ça a vraiment été quelque chose d'assez
pionniers et précurseurs sur ces activités-là. Et là encore, la démonstration est faite avec cette capacité de réinventer cette action game. Bertrand nous précise en chat qu'on a un fondateur ancien de Disney. Donc la boucle est bouclée d'une certaine manière avec un retour à la maison. Merci Bertrand pour la précision. Et enfin, sans transition pour retrouver notre thème du jour, je voulais vous dire un mot de la Forêt Secrète, qui est le tout dernier restaurant qui a ouvert à Disneyland Paris. Il a été développé en partenariat avec le chef Jean Imbert, qui s'est donné pour tâche de réinventer complètement les préparations culinaires qu'on peut trouver dans les parcs Disney, pas dans les dessins animés, dans les films et autres histoires Disney. On va retrouver, par exemple, la ratatouille de Ratatouille sur l'image en bas à droite. Donc vous avez trouvé la pomme empoisonnée également avec un trompe-l'œil. Vous avez trouvé beaucoup d'autres plats de cette nature-là dans un environnement très travaillé avec un mobilier, une vaisselle, une carte qui va être complètement immersive et portée vraiment, alors pour un budget que je vais pas chercher pour l'instant, mais j'imagine qu'il est assez élevé. Mais en tout cas, voilà, une tentative, et on en reparlera avec nos invités tout à l'heure, une tentative d'aller porter, comme le disait Thierry tout à l'heure en introduction, d'aller donner une restauration encore plus expérientielle, de la rendre encore plus cohérente avec l'univers développé par le parc, et pas seulement chercher à restaurer ses visiteurs, mais de leur faire vivre quelque chose de complètement différent. Voilà en tout cas pour l'actualité. Comme d'habitude, suivez nos réseaux pour en savoir un petit peu plus. Et puis voilà, je vais pouvoir accueillir maintenant nos invités. On va commencer avec Félix Delahaye pour Tomorrow Food qui va nous présenter les tendances générales de la restauration, qu'est-ce que le public attend, comment les professionnels se positionnent par rapport à ça. Et ensuite, on enchaînera avec Étienne Leroy pour Foodable qui viendra nous expliciter les spécificités de la restauration dans les espaces de loisirs. Et on finira avec Bertrand Dalurange qui viendra nous parler de Lucky Falls, un concept qu'il avait développé de manière à rendre encore plus hybride la restauration et le loisir. On verra tout ça en vidéo et en explication. Voilà, Félix, merci de me rejoindre. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce matin. Merci de ton invitation, Vincent. On a hâte de t'écouter. Écoute, je partage ton petit visuel, je te laisse en scène. Et puis, on se retrouvera dans tous les cas en fin d'édition, comme d'habitude. Vous avez des questions, préparez-les. Commencez à les poser dans le chat si besoin. Si on peut, on y répond. Sinon, on se les garde pour la fin en discussion avec nos invités. Merci Félix, je te laisse la parole. Merci Vincent, merci de l'invitation de Voltaire. En tout cas, je suis ravi qu'on puisse discuter de deux secteurs qui passionnent toujours autant les Français et qui sont plutôt deux secteurs en forte croissance, que ce soit le loisir ou la restauration. Donc c'est deux secteurs qui pour nous seront jamais dématérialisables et qui nécessiteront toujours des lieux physiques. Et donc sur ça, je suis très heureux qu'on puisse en discuter aujourd'hui. En quelques mots, qui on est Tomorrow Food? Donc Tomorrow Food, cabinet de conseil en restauration, en F&B. Ça fait maintenant quelques années qu'on existe. Depuis 2018, on accompagne différents acteurs du retail, de l'hébergement, du foncier, du loisir, pour créer des lieux de vie, de l'idée, donc de la notion de stratégie, jusqu'à la gestion d'ouverture complète, jusqu'au day one d'exploitation. Donc pour toute cette diversité d'acteurs. On a un track record assez solide maintenant depuis quelques années. Donc, on travaille autant pour des foncières comme Apsis sur un projet comme Boom Boom Villette sur le food market qui est ouvert il y a plus d'un an, qui a des plus gros projets de restauration sur le marché parisien de ces dernières années, mais aussi en stratégie pour des acteurs différents comme Carrefour Property, etc. Et l'implantation de nouveaux concepts de restauration aussi pour des hôteliers. C'est le cas pour la marque moto by Hilton qui ouvrira bientôt à Paris. Donc, en quelques mots, l'idée, Thierry a abordé ça au début de la présentation, un aspect plus opérationnel de la restauration. Nous, on va plutôt avoir une vision marché de ce qui fonctionne aujourd'hui en France et dans le monde. En premier point que je souhaitais souligner, la France, ça reste un pays latin. On reste un pays avec la culture du restaurant. On a 179 000 entreprises qui sont de la restauration. À titre comparatif, au UK, donc à population similaire, on a 32 000 restaurants, donc chiffre bien inférieur. Et en Espagne, donc avec une population un peu plus basse, on est à 72 000 restaurants. Donc la France reste le pays du restaurant et avec une dynamique toujours de partage assez forte. On a des pays du monde avec le plus de temps passé à table, malgré ce qu'en disent beaucoup, même si ce temps a diminué, on reste sur 2h13. C'est plus qu'en Espagne aussi, donc on est vraiment
un pays qui reste dans une dynamique de partage avec une vocation sociale très forte sur cette notion de restauration. Certes, les Français vont toujours au restaurant, ils passent du temps, mais ils ont des habitudes de consommation qui ont énormément évolué ces 20 dernières années. On est très loin de ce qui se faisait avant avec l'entrée, plat, fromage, dessert. La diversité des cuisines a été très forte en France. J'ai mis quelques datas, donc 22% des Français consomment de la cuisine asiatique plusieurs fois par mois, mais c'est aussi le cas sur des monoproduits comme le pizza, la burger, aussi sur d'autres gastronomies comme l'italienne. Aujourd'hui, les Français ont une habitude de consommation qui est très différente en termes de produits, notamment en termes de typicité de service. On a une très forte croissance sur la restauration rapide qui est en constante croissance en France. Et en troisième point, je pense que c'est un des points qui préoccupe la plupart des restaurateurs, mais aussi de tous les acteurs du retail et du loisir, donc l'impact de l'inflation sur la consommation. Donc certes, on a une croissance du ticket moyen qui est notamment due à l'inflation. On a une baisse du nombre de clients. Cette inflation, elle a un impact assez fort sur la consommation des Français. Naturellement, les Français ont tendance à se rediriger soit vers un ticket très faible, soit vers un ticket plus élevé. Donc le créneau, le segment en fait middle gamme est un segment qui est plutôt en crise. En témoignent certaines enseignes type Big Fernand qui sont pas des enseignes qui se portent très bien, qui étaient plutôt sur un segment de street food, donc avec à la fois une qualité propre à la restauration traditionnelle, mais un service qui est emprunté à la restauration rapide. Et donc, ce segment-là de middle gamme est plutôt un segment en crise. Par contre, le mass market ou le premium, c'est des secteurs qui fonctionnent assez bien et qui, pour le coup, restent dans une tendance croissante. On va faire un petit peu un tour de différentes tendances à travers l'ouverture de différents lieux. J'en ai retenu quelques-unes sur lesquelles on va faire des zooms. Je pense que le food hall, le food market, c'est une des premières qui, en termes d'usage, nous semblait importante à évoquer avec vous. Donc, pour info, le food hall, le food market, c'est un lieu centralisé de restauration avec différentes offres qui sont adressées, sur lesquelles on peut se retrouver ensemble et partager ces mêmes offres. Donc, autant venir dans un groupe avec un groupe d'amis ou en famille, aller chercher dans les différents kiosques une offre. Dans le cas où il y en a un qui est végétarien ou un autre qui est un peu plus viandard, et ben on peut se retrouver tous ensemble autour d'une même table. Donc ces lieux-là, ça fait une dizaine d'années qu'ils existent en France, avec un premier cycle de développement plutôt en métropole, en très grosse métropole, en centre-ville, en cœur de ville, pardon. Avec notamment en France, on a eu l'apparition de grandes contrôles dans un premier temps, puis de la Felicita opérée par Big Mama. Deuxième phase de développement sur ces food halls, food markets, avec les villes moyennes en France. Donc on a eu l'apparition avec Clermont-Ferrand, ce type de ville, Toulouse, etc. Et troisième cycle, aujourd'hui on est entré dans ce troisième cycle de développement sur les food halls et les food markets. Et ce cycle-là, il s'adresse dans les espaces commerciaux de périphérie, où là on a un très fort développement des bailleurs sur les centres commerciaux avec entre 5 à 10 millions de visiteurs. Donc où là on développe à la fois des food courts, des food halls et des food markets. Ces lieux-là, ils ont tendance aussi à se diversifier, notamment à travers une événementialisation forte. Donc il y a 2 lieux qui ont ouvert à Paris et en proche périphérie. Donc Communal qui a été lancé par Fray à Saint-Ouen, qui fait 4000 m², et Boom Boom Villette que vous connaissez quasi tous, j'imagine. Boom Boom Villette sur lequel on a travaillé à l'ouverture pendant tout un accompagnement opérationnel. Boom Boom Villette, donc c'est 25 000 m² de loisirs, avec 4 000 m² dédiés à la restauration à travers plus d'une vingtaine de kiosques de restauration. Le positionnement, il est exclusivement autour d'acteurs locaux parisiens, avec 2-3 implantations. Et ce lieu-là, il a une très forte vocation événementielle, avec des événements qui sont prévus tous les jours et 2 très gros événements qui ont vocation à rayonner sur l'entièreté de Paris. Donc voilà pour cette première tendance globale, les espaces centralisés de restauration. On est en 3e cycle de développement sur celui-ci. Deuxième point, le développement des assiettes à partager. On a parlé d'une ibérisation de la gastronomie. On parle du format de tapas. Dans la même dynamique sur ça, on a eu d'abord l'apparition en métropole, à Paris, excusez-moi, de petites adresses type Lolo Cava Manger,
qui proposait donc des petites assiettes à partager sur un format de tapas à l'espagnol. Ce format-là, il a tendance à s'exporter dans le même rythme que ceux des food halls et food markets, d'abord sur les villes de taille moyenne, et aujourd'hui, quasi systématiquement, les lieux de restauration proposent donc des assiettes à partager, euh, et qu'on rentre dans cette logique forcément de partage qui plaît beaucoup aux Français. Et si en Espagne, on est dans une dynamique où exclusivement pendant tout un repas, en fait, on va avoir que des formats d'assiettes à partager. En France, on a un usage un peu différent, où ces assiettes à partager peuvent exclusivement avoir vocation à remplacer l'entrée dans le cas d'un restaurant traditionnel, mais potentiellement dans un cadre de restauration un peu plus rapide ou type bar à vin. Là, on va s'adresser sur l'entièreté du repas qui sera à partager. Donc, on aura un seul temps, le salé autour des assiettes à partager, suivi du sucré, ou potentiellement aussi, on a ces assiettes à partager. Troisième tendance, la restauration traditionnelle française. La tradition française a le vent en poupe en France. On croyait que les pâtés en croûte et choux farcis étaient finis. Ils sont largement revenus en France sur tous les segments de prix qui peuvent exister. On a eu dans un premier temps la renaissance des bouillons. Les bouillons donc qui sont les ancêtres des restaurants, et à Paris dans un premier temps, très grosse surface aussi sur ça, avec des entrées qui oscillaient entre 2 € pour l'œuf maillot et 5 voire 6 € pour le foie gras, et des plats qui oscillent entre 10 et 15 €. Donc sur ça, on a vu des queues magistrales, des gens qui étaient prêts à attendre plus d'1 heure pour manger dans ce type de bouillon. Donc ça, c'était le premier renouveau en termes de restauration sur l'offre traditionnelle. On a eu une seconde phase aussi sur la brasserie qui a été pas mal réinventée par des nouveaux groupes type Nouvelle Garde, dont s'inspirent aussi beaucoup les traditionnels, les groupes traditionnels sur le sujet, que ce soit le groupe Bertrand ou autre. Et en termes plutôt haut de gamme, on a aussi l'apparition de nouveaux établissements, type le Claude Astorg à Paris qui a ouvert il y a de ça 6 mois, et Claude Astorg qui fonctionne très très bien et qui a une dynamique très traditionnelle sur sa proposition, à travers le chou farci, le pâté en croûte, etc. Donc ça, c'est des produits qui fonctionnent bien et qui ont tendance aussi à s'élargir de manière plus globale. Donc la fondatrice d'Ephémera a aussi ouvert un restaurant il y a une semaine qui s'appelle le 6,90, donc sur lequel elle propose exclusivement un plat, donc une saucisse purée à 6,90 et une mousse au chocolat. Donc c'est pour dire à quel point la tradition française travaille tous les segments de prix et est toujours en tête en termes de trend. On a souhaité aussi vous parler de différentes tendances de manière plus macro qui sont au cœur de ce que vivent les Français. Le halal est une offre qui a une très forte croissance en France. On a parlé de Brandy's Café, donc qui est un diner qui ne traite pas du tout le halal d'une manière communautaire, mais exclusivement comme un registre de consommation, et qui est en très fort développement en France. Une enseigne qui propose à la fois des plats traditionnels français et à la fois des plats inspirés des diners, avec des burgers et différentes offres de snacking liées. L'Asie spécifique, donc ça fait très longtemps que les Français aiment la cuisine asiatique. On a été longtemps sur l'Asie en France à travers un buffet uniformisé qu'on considérait asiatique en global, où on pouvait autant retrouver de la cuisine coréenne que chinoise, que taïwanaise ou même japonaise. Aujourd'hui, on est à l'heure de la spécification et de la connaissance des Français sur le marché de la cuisine asiatique. Donc on a vu dans un premier temps un très fort développement d'enseignes de ramen qui sont encore en très forte croissance, donc cuisine japonaise. Et aujourd'hui, on est en très fort développement sur deux typologies de cuisine. La cuisine coréenne qui se développe absolument partout en France, et une deuxième, donc la cuisine indienne, qui est en train de se professionnaliser aussi. En témoigne notamment KFC, qui a fait une offre, un thème ce dernier mois autour de la cuisine indienne. Le coffee shop, on en parle beaucoup ces 6 derniers mois dans la mesure où il pullule dans les métropoles françaises. Le coffee shop qui vient en concurrence directe avec les brasseries traditionnelles françaises et le petit noir qu'on venait prendre au comptoir. Donc on a une montée en gamme en France aujourd'hui du café,
à travers des cafés un peu plus onéreux. Donc, on va potentiellement payer 50 centimes, voire 1 euro de plus pour des cafés. Si bien que cette croissance du coffee shop a eu un impact sur l'offre proposée par Starbucks, qui a aussi opéré une montée en gamme sur son café pour pallier à cette très forte concurrence à travers de nouveaux acteurs qui ont entre une ou une dizaine d'implantations. La cuisine méditerranéenne, on dit souvent en restauration qu'on n'a jamais vu un restaurant italien fermé. Et ben aujourd'hui, la cuisine méditerranéenne, elle s'inspire pas que de l'Italie, mais aussi de ce qui se passe sur tout le pourtour de la Méditerranée, en passant par la Grèce, l'Espagne, mais aussi la France. Et donc sur ça, on a aussi une dynamique qui est très proche des assiettes à partager, ou que ce soit une aspiration levantine ou grecque. Dans tous les cas, la cuisine méditerranéenne en France se développe plutôt sur le créneau des assiettes à partager. L'offre sans alcool, donc qui est aussi corrélée de manière un peu idoine avec le halal. Donc l'offre sans alcool, on a un très fort développement sur ces offres-là. On a des premières caves dédiées exclusivement au sans alcool qui ouvrent, qui proposent à la fois de la bière sans alcool, du vin sans alcool, des vins pétillants sans alcool. Donc là, je vous ai mis French Bloom, qui est un vin qui a été développé par une influenceuse, et qui est très populaire chez les jeunes notamment consommatrices. Mais on a aussi un développement sur les spiritueux en termes de sans alcool. Et aujourd'hui, c'est un vrai facteur différenciant de destination pour les restaurants de proposer une offre dédiée qui soit sans alcool et pas exclusivement sur le soft ou sur les potentiels cocktails sans alcool. Donc ça, très fort dynamique observée par les groupes de restauration et qui systématiquement maintenant propose une bière sans alcool. Pas encore sur le vin sans alcool, on est encore au début de ce qui peut se faire en termes de propositions, mais en très fort développement. Le monoproduit, on a plutôt ces 10 dernières années eu des ouvertures liées au monoproduit sur le burger ou sur la pizza et sur d'autres produits de restauration rapide. Aujourd'hui, c'est pas un secteur qui est très porteur sur le sujet du burger, dans la mesure où tous les acteurs de la restauration ont intégré des offres de snacking directement dans leur carte. Donc très forte concurrence des burgers et des pizzas sur le créneau du monoproduit. On arrive quand même à certains formats très resserrés en termes de surface, donc avec des petites surfaces, très spécialisés sur un produit très qualitatif. On a l'exemple de Dumbo qui a travaillé un smash burger où ils ont une surface qui est inférieure à 50 mètres carrés. Et là, ils proposent simplement un smash burger et des frites. Et eux fonctionnent très très bien en vente à emporter et en livraison. Deuxième exemple, on a l'arrivée en France du concept de pizza à la new-yorkaise, donc de slice pizza. On a eu l'apparition de Rory qui a été salué donc par la critique et qui propose donc pareil sur un format assez resserré en termes de surface, de la slice pizza, mais qui pour le coup est accompagné de... Alors que je vois Vincent qui arrive, je pense que je déborde en termes de temps, mais je vais accélérer très vite. C'est génial et ça montre vraiment une variété assez impressionnante et un grand dynamisme. C'est passionnant, mais effectivement, je pense que bientôt tout le monde va partir pour aller se chercher à manger. Donc, ouais. Vas-y, je te laisse. Non, mais en conclusion, quitte à revenir dessus sur les questions, pendant les questions, pour bien sûr, revenir dessus et donner quelques détails. Tout à fait. Juste pour ouvrir justement sur la suite. Aujourd'hui, notre constat, il est aussi de se dire que les concepts de restauration, ils vont avoir vocation à évoluer et à inclure un maximum d'usages. Notamment d'usage de loisirs. Donc aujourd'hui, on parle d'acteurs du loisir qui potentiellement font de la restauration. Mais demain, les acteurs de la restauration feront, à notre sens, aussi du loisir et proposeront une autre offre, quelle qu'elle soit, que ce soit du yoga, de la salle de sport ou une librairie. Et demain, potentiellement du loisir. Et voilà, avec une image de Pan dont on parlait effectivement tout à l'heure, qui associe vraiment un vrai bar à cocktail, de la restauration à partager, vraiment sur cette tendance que tu soulignais, Félix, et puis du tir avec une activité pour l'instant inédite en France. Ok, et ben écoute, super, merci beaucoup Félix. Je vais inviter Étienne à nous rejoindre sur scène et on partagera son visuel. Là, on va vraiment parler de la restauration spécifiquement appliquée au lieu de loisir. Merci. Étienne, je charge tout de suite ton visuel et on t'écoutera du coup sur
sur ton expertise spécifique. Je te laisse la parole. Merci Étienne. Merci beaucoup, merci pour ton invitation. Merci Félix pour cette magnifique introduction. Je m'appelle Étienne Leroy, donc j'ai travaillé un peu plus d'une quarantaine d'années dans la restauration, dont 25 dans des sites de loisirs. J'ai créé Foodable pour accompagner les acteurs du loisir dans leurs besoins en matière de restauration. Donc aujourd'hui, j'accompagne des parcs d'attractions, des parcs à thème, des parcs indoor, des bowling, des cinémas, enfin tout ce qui touche à l'univers du loisir et dont la destination première n'est pas la restauration. Voilà, donc je vais développer effectivement la façon dont on adapte ces différentes tendances de la restauration dans les sites de loisirs. Je n'ai que 10 minutes, donc on va y aller. Alors attendez, il faut que je passe. Voilà, je suis déjà allé trop loin. Magnifique. Donc voilà, en premier lieu, 3 points essentiels. Le motif de la visite, le temps de la visite et le dimensionnement. Le motif de la visite n'est jamais la restauration, c'est toujours l'activité de loisir. Alors évidemment, il y a des exceptions, et Bertrand nous en parlera évidemment juste après, mais l'activité de loisir est toujours la raison essentielle de la visite, et la restauration est souvent considérée comme une activité annexe. Donc elle peut être pour autant un formidable levier de chiffre d'affaires et de rentabilité. Elle représente souvent en moyenne entre 20 et 30% du chiffre d'affaires du site, ce qui n'est pas neutre et qui contribue très fortement à la rentabilité globale du site. Le temps de visite, quant à lui, conditionne toujours la consommation en restauration. Évidemment, plus le temps de visite est long et plus la DPV, ce qu'on appelle la dépense par visiteur, est importante. Alors évidemment, j'enfonce des portes ouvertes en disant ça, mais si on prend un ou deux exemples, un parc qui va nécessiter une journée complète de visite bénéficiera d'une clientèle plus captive qui consommera forcément à un moment de la journée. Alors qu'en revanche, un parc indoor plus urbain, qui serait par exemple situé dans un centre commercial avec un temps de visite moyen de 2 heures, et possiblement une concurrence de proximité en restauration dans le centre commercial, devra pour sa part faire en sorte de capter ses clients pour qu'ils consomment chez lui, ce qui là est un autre exercice effectivement puisque cette clientèle est beaucoup moins captive. En même temps, ce même parc indoor urbain, s'il parvient à capter son client et donc à le garder pour déjeuner ou pour dîner, peu importe, aura plus de chances de lui faire consommer à nouveau une autre activité. C'est-à-dire que si je prends l'exemple d'un groupe d'amis qui vient faire un bowling et qui va déjeuner ou dîner à l'issue de sa partie de bowling, il y a de fortes chances pour qu'on soit en capacité de lui revendre une nouvelle partie de bowling ou de laser game s'il s'agit d'un parc multi-activités. Donc on est réellement dans un combo gagnant-gagnant où chaque activité apporte du business à l'autre. Il est donc primordial dans ce type de site de faire rester le client plus longtemps. Plus le temps de visite est long et plus la consommation, à la fois en restauration, mais sur les activités, va augmenter. Troisième point, le dimensionnement. L'outil de restauration doit être modulable et adapté à la prévision de fréquentation. Quand je dis l'outil, je parle du point de vente ou des différents points de vente et restaurants du site. En fonction du jour, en fonction de l'heure, on doit ouvrir le nombre juste de points de vente. Trop peu dimensionné, c'est tout de suite trop d'attente. Et l'attente est un réel problème dans nos sites de loisirs. Les enquêtes clients, vous êtes de nombreux sites à réaliser des enquêtes visiteurs, démontrent qu'un des points les plus négatifs en restauration est le temps d'attente. Si nos clients tolèrent d'attendre pour une activité, d'attendre pour faire une attraction, ils ne tolèrent absolument pas, en revanche, d'attendre pour la restauration. On l'a tous vécu, des clients qui sont en capacité de se dire j'attends pour faire un coaster pendant 2 heures et en l'occurrence ils vont râler au bout de 15 minutes d'attente dans une des files d'attente de nos points de vente. C'est pour ça que l'organisation doit être optimale pour faire face à des flux qui peuvent parfois être extrêmement importants et qui sont souvent, pour pas dire toujours, concentrés à la même heure. On est en France, les habitudes de consommation restent extrêmement présentes et plus on va au nord et plus les consommateurs déjeunent tôt, plus on descend au sud, plus ils déjeunent tard. En France, à midi et demi, pour la consommation en cours de journée, reste toujours l'heure du rush. Donc il faut une offre adaptée.
simple à comprendre et à intégrer pour le consommateur et simple à commander. C'est souvent au moment de la prise de commande qu'on perd du temps, hein. Le client qui va arriver au comptoir et qui n'aura pas bien compris l'offre et donc va perdre du temps en reposant des questions ou en regardant les différents boards. Donc, il faut absolument avoir une offre qui soit simple à intégrer. Une offre adaptée aux cibles, évidemment, aux cibles de famille, d'amis et de collègues. Félix en parlait tout à l'heure. On n'aura pas évidemment les mêmes offres dans un parc outdoor dans lequel on va passer la journée et dans laquelle on se déplace plus souvent en famille que sur un parc indoor où on va venir peut-être plutôt en soirée et plutôt entre amis, entre collègues aussi également, où là, effectivement, il faudra une offre avec des produits à partager, comme on a pu le voir précédemment. Donc, toujours des produits avec une mise en œuvre rapide, qui soient préparés sur place si vous avez la possibilité de préparer sur place. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de bonnes mises en place faites le matin pour que le produit puisse être délivré rapidement. Donc, une mise en œuvre rapide, évidemment adaptée à des équipes qui sont non professionnelles la plupart du temps et très souvent extrêmement polyvalentes, avec là aussi un équipement rapide et fiable, hein. On ne peut pas se permettre d'avoir du matériel qui soit ne suive pas le rythme, soit tombe en panne en cours de service. Voilà, donc la mise en place et la production doivent être extrêmement adaptées pour atteindre ce que j'appelle le zéro rupture, la rupture étant synonyme de non-vente, de zéro vente. Et donc ça, on ne peut pas se permettre ce genre de choses-là. Pour aider aussi à la prise de commande, on intègre de plus en plus la digitalisation dans nos sites de loisirs. On les voit apparaître de plus en plus avec des systèmes de commande par QR code, par borne, qui permettent effectivement au client de préparer sa commande. Ça libère du temps pour les équipes et ça permet aussi, la plupart du temps, d'apporter un service supplémentaire aux clients. Voilà pour ces 3 premiers points. Sur les points suivants, donc l'offre et le pricing et l'immersion et l'expérience client. L'offre, là aussi, ça va paraître évident, mais elle doit toujours être adaptée aux attentes des visiteurs, jamais à ses goûts personnels. J'ai été confronté plusieurs fois à ce genre de sujet-là où les offres avaient été faites parce que on aimait tel produit ou tel autre. C'est toujours aux attentes clients qu'il faut s'adapter. Cette offre doit être connue à 80% pour être rassurante. Les visiteurs des parcs de loisirs ont besoin d'avoir une offre connue qui les rassure. Ils ne sont pas toujours habitués, cette clientèle-là, à ce qu'on appelle la RHD, la restauration hors domicile. Un client, quand il est en ville, qu'il va dans un restaurant, il sait où il va, il sait à quoi s'attendre, il a fait la démarche, il va dans une pizzeria, dans un bistrot, dans un japonais, dans un burger, peu importe. Il connaît l'offre et donc du coup, il sait ce qu'il va rechercher. Dans un parc de loisirs, c'est complètement différent. A priori, il ne vient pas pour déjeuner ou pour dîner, mais à un moment, si on a bien fait notre boulot, il va consommer en restauration. Et c'est là qu'il devra trouver cette offre connue et rassurante. Alors, il est toutefois important, c'est pas pour ça qu'on y fait des offres simples, il faut toutefois suivre les grandes tendances, et les tendances dont nous parlait Félix tout à l'heure par exemple, mais en les adaptant à la cible et en les adaptant au site. Sur les 20% restants de l'offre, ces 20% pourront ou même devront être composés de produits tendances, de produits nouveaux, de produits ludiques, puisqu'on est dans l'univers du loisir, et c'est beaucoup, finalement, ces 20% d'offres qui vont générer l'achat d'impulsion et qui vont générer de la satisfaction client parce qu'ils auront été contents d'être surpris et qu'on leur ait proposé ces produits-là. Donc, il est également nécessaire de travailler une offre qui couvrira tous les instants de consommation de la journée, le déjeuner et le dîner principalement, pour les sites qui, évidemment, sont ouverts le soir, mais également tous les instants de gourmandise de la journée, et donc pour cela, d'être en capacité de maintenir le bon dimensionnement toute la journée pour être en capacité de délivrer cette offre d'une part et de la délivrer dans un timing correct et acceptable pour le client. Le positionnement tarifaire, on appelle plus communément le pricing, lui aussi est extrêmement important. On le sait, les sites de loisirs sont souvent critiqués pour leur rapport qualité-prix. Alors, il est important
de préciser que c'est quelque chose qui a énormément progressé, à la fois la qualité et à la fois les prix qui sont de plus en plus contenus. On entend, ou on entendait, mais on entend encore des remarques de gens qui vont aller sur un parc et qui disent ça sera cher et ça sera pas bon. On a connu effectivement des périodes dans lesquelles c'était pas forcément idéal et effectivement la demande a changé et du coup l'offre a changé en face et c'est énormément adapté à cette demande client. On constate toujours encore de temps en temps des tarifs un peu élevés dans certains sites captifs. Il faut faire attention toutefois à ne pas dépasser ce que j'appelle le seuil d'acceptabilité du client. Le prix, ce n'est pas toujours un rapport entre un ratio coût-matière et un coefficient multiplicateur, hein. Il faut faire attention aussi au seuil d'acceptabilité. Il y a des seuils au-delà desquels ça peut devenir compliqué. Et pour avoir simplement augmenté de 10 centimes un prix, on peut perdre 50% des ventes simplement parce qu'on est passé au-delà de ce seuil d'acceptabilité. Si le client, par rapport au pricing, se sent piégé, dans un site captif, il consommera toujours. Mais par contre, il va exprimer fortement son insatisfaction sur les réseaux sociaux ou par d'autres moyens. S'il est dans un site non captif et que les prix sont trop élevés, eh ben là, on envoie directement notre client à la concurrence de proximité. Donc, il est important d'avoir le bon positionnement prix. On calcule d'ailleurs de moins en moins nos prix de vente par rapport à un ratio coût-matière. On a fait ça effectivement pendant longtemps, mais c'est plus le cas. On raisonne de plus en plus en matière de marge, donc on inverse la manière dont on regarde les choses. C'était le verre à moitié vide contre le verre à moitié plein. Moi, je préfère regarder ce que je gagne plutôt que regarder ce que ça me coûte, même si ce que ça me coûte est extrêmement important. Donc voilà, impossible d'appliquer le même taux de marge à tous les produits. Il faut absolument s'adapter et être capable de répondre à ce seuil d'acceptabilité du client. La restauration, c'est fait de faibles marges et de fortes marges, et c'est le mix des deux, l'équilibre entre les deux, qui va permettre d'atteindre notre rentabilité. Dernier point enfin, l'immersion et l'expérience client. L'immersion fait de plus en plus partie des attentes visiteurs dans nos sites de loisirs. On parle beaucoup de storytelling. Il est donc nécessaire que cette histoire, elle se prolonge dans la restauration. À titre d'information, c'est 250 millions de publications food sur Instagram chaque année. C'est 30% des 18-35 ans qui partagent leurs photos de plats. C'est 40% qui donnent leur avis sur la restauration. Tout ça, effectivement, il faut en tenir compte. La restauration, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, qu'on soit professionnel ou pas, ou simplement consommateur. Donc, cette fameuse histoire doit se prolonger dans la thématisation du point de vente ou des restaurants ou des points de vente, mais aussi dans l'offre, toujours connue et rassurante, comme on l'a vu à l'instant, mais en étant marquante, en étant qualitative et en étant originale. Donc la restauration contribue fortement à l'expérience client. C'est quelque chose qui impacte énormément sur une journée visiteur. Il est donc nécessaire que l'offre soit en cohérence avec le site, en développant les thèmes, en développant les décors, en développant les noms des plats, par exemple, mais aussi les contenants. Hein, la loi AGEC nous impose, mais finalement, c'est plutôt bien d'avoir des contenants mieux adaptés, mais surtout plus jolis, en faisant attention évidemment à l'accueil et au service proposé. J'ai terminé. J'espère que j'ai respecté mon timing de 10 minutes. Parfait. Et merci beaucoup pour votre attention. Ok, super. On a 2 questions. On les prendra en toute fin de séance. Merci encore Étienne pour ces recommandations, ces bonnes pratiques issues de ton expertise. On va regarder un cas concret maintenant avec Bertrand Delgrange que j'ai invité à nous rejoindre sur scène. Et on se retrouve après Étienne pour les questions. Avec plaisir. À tout à l'heure. Alors Bertrand, si tu arrives à nous rejoindre, on va rapidement montrer aussi une vidéo présentant le concept Lucky Folks dont on va parler ensuite avec Bertrand.
Voilà encore qui donne pas mal faim. C'est des préparations qui sont très appétissantes à partager et très réjouissantes. Donc, écoute, merci Bertrand d'avoir répondu à notre invitation pour nous parler de ce concept. Je te laisse la parole pour voilà revenir un peu sur son origine et puis les quelques leçons que tu en as tirées. Et on se retrouve après pour les questions-réponses. Merci Bertrand. Ça marche. Merci Vincent. Bonjour à tous. C'est super de vous avoir tous là. J'ai vu pas mal de noms de personnes que je connais. Donc, moi, j'interviens pas en spécialiste de la restauration, mais plutôt en spécialiste du loisir. Et j'ai eu l'occasion, évidemment, avec Cohesio, puis avec Lucky Folks, de tester, de toucher à la restauration sous différentes formes. Là, l'objectif aujourd'hui, c'est plutôt de parler de Lucky Folks, qui est un concept hybride, en effet, qui mélange du loisir, de l'activité loisir variée et de la restauration. Vous allez voir sous quelle forme. Donc, Lucky Folks, au départ, l'idée, c'était un petit peu de revisiter l'estaminet. Alors, l'estaminet, c'est ce qu'on a dans le nord de la France, là où je viens, et en Belgique, c'est des restaurants avec des jeux anciens, donc des très vieux jeux en bois. Et le concept est vraiment assez simple. On boit de la bière, on joue et on mange, évidemment. Là, l'idée, c'était de le moderniser et de faire quelque chose d'un peu différent. Donc, on y vient pour jouer et pour manger. Vous verrez après qu'au niveau du positionnement, c'est pas toujours évident à expliquer aux clients. J'en parle un petit peu après. On a évidemment des cartes de restauration classiques, burgers, salades, etc. Et puis, on a aussi une carte à partager. On en parlait tout à l'heure. Évidemment, le à partager, le principe des tapas fonctionne très bien. Et puis, on a différents jeux qu'on a fait évoluer. Mais dès le départ, on avait évidemment le bar à jeux traditionnel avec plein de jeux de société en accès libre, à jouer à table, en famille, entre amis, etc. On était une des premières enseignes en France à mettre les fléchettes digitalisées, qu'on a appelé Lucky Darts, mais un concept de fléchettes digitalisées qui enregistre évidemment chaque coup et qui mesure exactement la pertinence de chaque tir de fléchette. On a installé également des terrains de pétanque indoor puis outdoor. On a installé un des premiers shuffleboards en France. En 2020, j'avais cherché à acheter un shuffleboard et c'était très compliqué. Je l'ai pas trouvé, je pense, et j'ai fini par réussir à le faire importer. J'ai mis des jeux anciens, donc là pour le coup j'ai mis des vieux jeux d'estaminet, des vieux jeux traditionnels, là aussi en accès libre, du karaoké et on a installé également un peu plus tard le Music Quiz qui est un quiz musical donc très très convivial. Donc on y vient aussi pour des événements et ça on pourra en reparler mais c'est intéressant de mélanger restauration, bar, jeux, différentes activités et événementiel. Alors, bon, j'ai pas fait une présentation très jolie, mais l'idée, c'est plutôt de vous expliquer un petit peu ma vision de l'exploitant qui a lancé ce concept. Alors, dans un contexte particulier, j'y reviendrai rapidement. Pourquoi j'ai créé Lucky Folks en 2020 ? L'idée, donc en 2020, j'avais développé les parcs Cohesio, dans lesquels on faisait déjà de la restauration, mais plutôt en mode de snacking et un peu tapas. Et voilà, j'avais envie d'innover, j'avais envie de m'inspirer des concepts que certains d'entre vous ont peut-être déjà vus, notamment à Londres, où ils sont très très précurseurs sur ce qu'ils appellent le social entertainment. Alors il y a plusieurs noms différents, mais en l'occurrence, ce sont des lieux où on se réunit pour boire un coup, pour jouer, et finalement, pour les Anglais, le jeu est un prétexte à boire de la bière, je pense, mais en tout cas, ça fonctionne très bien. L'idée était de développer un lieu de vie également dans un lieu de loisir, pour revenir et pour y passer beaucoup de temps. Et puis, améliorer l'image de la restauration. Alors, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que je me suis amusé à écrire « Exit les nuggets frites » parce qu'en effet, dans la restauration des parcs de loisirs, historiquement, on n'a pas une image de très bien manger. Développer la restauration, redynamiser aussi un site à Carré-Sénart 10 ans après l'ouverture et optimiser des mètres carrés. Donc, ça peut être aussi un objectif. J'essaie d'accélérer parce que le temps passe vite. Évidemment, on a ouvert en plein Covid, donc c'était vraiment la pire période pour ouvrir un restaurant dans le monde. Il y a un autre sujet qui était compliqué, et ça, je vous le conseille pour ceux qui ont envie d'ouvrir un concept, c'est de ne pas ouvrir votre prototype à 3 heures de route ou de train de votre bureau. C'est pas l'idéal, parce que moi, j'ai ouvert à Carré-Sénart et j'habitais à Lille, donc bon, assez compliqué à suivre. Le contexte Covid, j'en reparle pas, tout le monde connaît. La crise des vocations, les recrutements difficiles, le turnover. On n'a pas pu se régler
parce qu'on n'a pas eu d'apprentissage pendant 1 an quasiment, donc ça a été assez compliqué. Ensuite, il y a eu l'inflation, la guerre, la crise de l'énergie. Bref, un cumul assez complexe pour lancer un projet. Malgré tout, après la crise, on s'est rendu compte que on n'avait pas tapé à côté. C'était vraiment un concept qui était novateur et dont les clients avaient envie. Voilà, le Keyfox, c'était un peu la première innovation social gaming en France en 2020 quand on a ouvert, avec de l'immersif quand même parce qu'on a mis en place un thème fête foraine, cirque, un peu partout qui est assez esthétique. On a un lieu très original. Le retour des clients a été très bon très vite. On a travaillé le branding, c'est un point important aussi. De la variété, des jeux, de la food, du bar, des événements, j'en ai parlé tout à l'heure. Un truc qui marche bien aussi, c'est le mix de zones privatisables. Donc, vous pouvez privatiser des zones isolées entre vous, en famille, entre amis, entre collègues, et puis des zones ouvertes, là où on peut s'asseoir, on peut jouer à des jeux gratuits ou payants. Là aussi, c'est un mix qui est intéressant. Certains jeux sont réservables et d'autres sont en accès libre. Une carte food mix, on en a parlé aussi, à partager en mode tapas ou plus traditionnel. Et puis, on a été aussi un des premiers, je pense, à mettre une digitalisation assez vite avec Sunday, qui est un système, bon, il y en existe d'autres évidemment, mais qui permet des paiements et des commandes autonomes par les clients, ce qui est quand même un gain de temps et d'efficacité important. Alors, je vais revenir sur les difficultés liées au métier de la restauration quand on n'est pas un expert de la restauration, ce qui était mon cas et ce qui était le cas de nos équipes chez Cohesio à l'époque. Déjà, on se rend compte que c'est plus difficile, évidemment, de gérer un restaurant que de gérer un parc de loisirs. Ça ne veut pas dire que c'est facile de faire du loisir, mais la restauration demande encore plus d'exigences, encore plus de technicité. Et puis, évidemment, on est face à des concurrents qui sont des pure players, donc qui savent faire beaucoup mieux que nous. C'est difficile, du coup, de maintenir un niveau de qualité, de rapidité, d'immersion, de pricing. Et on le voit très vite sur les notes Google. Donc, on essaie évidemment de travailler tout le temps les avis des clients, mais vous le savez, chaque client a un avis sur la restauration, ce qui est moins le cas dans le loisir où les gens connaissent moins le métier. C'est un métier difficile aussi parce que c'est un métier, on dit souvent c'est un métier de centimier où en termes de gestion, on doit tout compter et évidemment une gestion de stock, des achats, de la consommation, de la démarque qui est hyper précise et qui est pas simple à gérer au début. C'est un apprentissage. On a aussi des profils de collaborateurs qui sont plus techniques, peut-être un peu moins fidèles, en tout cas à l'époque, plus difficile à fidéliser et à embarquer sur la restauration pure. C'est pour ça que nous, on a choisi d'évoluer et d'aller plutôt vers la polyvalence et ça permettait d'avoir des métiers plus riches. On a aussi un positionnement client qui est pas facile à expliquer. On en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on vient pour manger? Est-ce qu'on vient pour jouer? Est-ce qu'on vient pour les deux? Nous, on s'est un peu cherché là-dessus. Et c'est sûr que on s'est rendu compte qu'on vient quand même pour une expérience de jeu, de loisir, et le repas permet de prolonger l'expérience et de vivre un moment encore plus fort. La formation des collaborateurs est plus complexe quand on a un concept hybride, parce que vous avez beaucoup de choses à apprendre, à la fois sur la partie loisir et la partie restauration. Donc, il y a beaucoup de compétences. Nous, on a travaillé avec Tutoreka, par exemple, qui permet de faire des vidéos online, des vidéos à partager de formation interne qui sont assez bien faites. Et puis, on a aussi des fonctionnements très différents. Quand on accueille des groupes en B2B ou du client en B2C, c'est pas du tout les mêmes offres, c'est pas la même façon de gérer les groupes, etc. Donc, ça aussi, c'est un apprentissage qui est assez différent par rapport à un restaurant plus traditionnel. Les choses à retenir, et là il me reste 3 slides, donc je pense que je vais être à peu près dans les temps. Ça, c'est ce que moi je retiens. Créer un concept de A à Z nécessite beaucoup de temps et une équipe dédiée à 200%. Et je pense qu'en effet, quand on a déjà beaucoup de choses à gérer dans du loisir, dans d'autres activités, c'est difficile de se concentrer à 200% sur un nouveau projet. Donc c'est un vrai sujet. Si vous lancez un projet loisir, restauration très bien foutu, ça prend beaucoup de temps. Bien se poser la question du why, c'est-à-dire du positionnement. Pourquoi ce concept-là? Qui sont mes cibles de clients? Qu'est-ce que je vais aller chercher? Est-ce que c'est pour nourrir mes clients actuels qui viennent dans le loisir ou est-ce que c'est pour attirer d'autres clients dans la zone? Il y a un vrai sujet d'implantation géographique. Alors, on dit toujours dans le commerce, le plus important, c'est l'emplacement. C'est peut-être moins le cas sur du loisir de destination où on peut être un petit peu moins visible, un petit peu moins accessible, et les gens vont venir quand même parce que c'est assez unique, c'est de la destination. Sur la restauration, c'est très différent. Il y a tellement de concurrents qu'il faut être le mieux placé dans la zone.
l'importance du storytelling du lieu, et on l'a vu de plus en plus. Hein. Faut pas oublier que nos plus grands concurrents aujourd'hui, c'est Netflix hein, et compagnie. Donc les gens restent chez eux et se font livrer des burgers avec des Uber Eats et compagnie. Donc c'est hyper important d'avoir un lieu très qualitatif, très détaillé, très immersif. C'est difficile de travailler le midi. Alors pourquoi? Parce que le midi, les clients recherchent des marques rassurantes qu'ils connaissent, qui sont rapides aussi, qui ont une carte maîtrisée et très rapide. Les spécialistes du loisir, eux, vendent plutôt une expérience où on passe du temps, où on reste, où on consomme. Et donc, on est moins fort, je pense, le midi. Et c'est plus difficile de faire les deux métiers très bien. Le Keyfolks cartonne le soir, a un peu plus de difficultés le midi. Et heureusement que le B2B vient compenser ça avec beaucoup de groupes qui viennent pour du séminaire. La polyvalence des collaborateurs, j'en ai parlé. C'est hyper intéressant d'avoir du loisir et de la restauration parce que ça crée des métiers qui sont plus riches, plus variés, plus évolutifs. Par contre, ça nécessite un accompagnement important. Et puis, moi, mon conseil, ou en tout cas ce que je retiens, c'est d'automatiser un maximum les process qui créent peu de valeur et qui coûtent de l'argent, notamment en masse salariale. Donc, faire payer les clients, les faire commander sur un device. Et pourquoi pas, moi, ma cible idéale, ça aurait été de développer en mode food court, c'est-à-dire tout est automatisé, le téléphone bip, on va chercher son plat, on a déjà payé, on a commandé, et finalement, on a moins d'interaction avec les collaborateurs sur la partie service, mais on peut en avoir d'autres sur l'animation, le loisir. Donc ça, évidemment, c'est adapté en fonction de chacun. Il y a un vrai sujet d'investissement et de dimensionnement des investissements parce que ça peut aller très vite. Une cuisine, ça coûte très cher. La déco, ça peut coûter très cher. Le mobilier, ça coûte cher. Et donc, entre trop et pas assez, la frontière est mince. Et il n'y a pas de ROI sur qualité. Quand on fait trop de qualité, bah, on n'arrive jamais à payer. Donc, il y a vraiment un sujet de dimensionnement à bien travailler. C'est un métier où il faut savoir bien acheter, négocier, référencer et renégocier et suivre les évolutions des prix, etc., en day-to-day parce que ça bouge tout le temps. Je pense qu'il faut travailler les deux cibles, B2C, B2B, parce que c'est extrêmement intéressant. Dans du loisir, on a des choses intéressantes à leur proposer pour occuper des journées complètes, des salles de réunion. On peut utiliser le restaurant en salle de réunion. C'est ce qu'on fait évidemment, c'est ce qu'on faisait chez le Keyfolks quand je travaillais là-bas, puisque je n'y travaille plus. Important de concevoir aussi une offre B2B, F&B très claire et impactante. Alors ça, c'est pas simple, c'est comment trouver votre Big Mac, hein, votre signature. Alors la signature, ça peut être juste la simplicité très bien maîtrisée, mais en tout cas, c'est pas évident de trouver sa signature. Il y a un vrai sujet sur le chef. Faut-il avoir un chef ou non? Alors nous, on a fait le choix d'avoir un chef et je pense que c'était une bonne stratégie pour concevoir, pour faire évoluer la carte, pour manager l'équipe cuisine parce que c'est un vrai métier de savoir-faire. Après, la question, c'est évidemment si on duplique, si on fait 10, 15, 20 sites identiques et que le concept est très bien processé et très stabilisé, la nécessité d'avoir un chef dans chaque site est peut-être moins utile et peut-être qu'on a juste un chef exécutif et puis des seconds, par exemple, dans les différents sites. Dernier slide. En conclusion, je dirais que la restauration plus les loisirs, moi je dirais que c'est un grand oui. Si on veut utiliser ces mètres carrés au maximum, travailler 7 jours sur 7, développer le CA, la revisite, le panier moyen, la polyvalence, évidemment c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de faire travailler beaucoup plus un site de loisirs qui peut éventuellement fermer beaucoup plus tôt ou ne pas travailler la journée s'il n'y a rien à proposer en plus du loisir. Mais bien analysé évidemment par rapport à l'environnement. Si vous avez plein de concurrents resto autour, c'est assez difficile de se positionner, donc il faut vraiment être différenciant. Faire bosser les clients, ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est une solution pour limiter la masse salariale qui est quand même un point important. Être super fort en process et avoir les bons outils de gestion, c'est vraiment un métier de process qui est encore plus précis. Ne pas se tromper de concept, évidemment. Et c'est très différent entre proposer une carte de tapas et de planche où là, on n'a pas besoin d'avoir une grosse compétence ou alors une vraie carte resto, burger, frites, plat avec une cuisine beaucoup plus professionnelle, de l'assemblage plus complexe. C'est deux métiers, deux projets différents. Donc ça, c'est une vraie réflexion à avoir. Et puis s'entourer des bonnes personnes, évidemment, comme dans tous les métiers. Mais là, on a des métiers de spécialistes. Et donc, il faut les collaborateurs, les partenaires, les formateurs, les experts qui ont cette envie, cette expérience. C'est un métier où il faut aimer les gens, évidemment, aimer la qualité, aimer les détails. Et c'est un métier de bosseur parce qu'en effet, c'est difficile la restauration. Mais comme le loisir, j'allais dire, mais évidemment, fermer un restaurant, ça prend plus de temps encore que fermer un site de loisir. Donc, il faut y penser quand même quand on a une clôture à faire très tard le soir. Et puis, évidemment, ne jamais rien lâcher pour durer. C'est les petits détails qui sont additionnés les uns aux autres qui font qu'une expérience est mémorable dans le loisir
comme dans la restauration, et on voit très très vite que ça peut dégénérer si un détail n'est pas soigné. Voilà pour moi. Donc j'ai essayé d'être assez concis, mais je retiens beaucoup de cette expérience passionnante. Alors Lucky Fox avait été conçu pour être développé chez Cohesio et en standalone. Et donc voilà, je ne suis plus chez Lucky Fox ni chez Cohesio, mais ce concept a de l'avenir et évidemment hyper intéressant à développer. Merci beaucoup Bertrand pour ce retour et voilà pour de très très nombreuses leçons en tout cas issues du montage en contexte un petit peu compliqué mais voilà précurseur comme souvent sur ce que tu as pu inventer et proposer sur le marché français et l'actualité te donne raison hein, quand même pas mal d'exemples qui viennent appuyer tout ça. On a dérapé un peu du temps mais ça nous arrive souvent et c'est normal vu la qualité des intervenants, des interventions. On va peut-être se prendre une ou deux questions. Il y a eu quelques échanges. J'ai invité Étienne et Félix à nous retrouver sur scène pour un bref échange avant de pouvoir conclure. Merci en tout cas à tous d'avoir joué le jeu de la présentation synthétique et de la concision. C'est pas toujours évident. Mais voilà, donc écoutez, il y a eu pas mal de questions qui ont été posées, qui ont ensuite été répondues dans le chat. Il y avait ce sujet un peu central de la proportion que prend la restauration dans le chiffre d'affaires. Ça peut être très très différent entre des sujets qui vont être plus spécialisés, très expérientiels et plus accessoires. Qu'est-ce que voilà sur ce sujet-là, quel est votre sentiment à chacun alors, sur voilà comment on pourrait appliquer ça de manière un peu théorique en fonction de ce qu'on va proposer, de la sensibilité du montage, les expériences que vous avez pu avoir, voilà avec Keyfold par exemple, est-ce que tu arrivais à identifier cette proportion et comment tu pilotais par rapport à ça, si tu veux démarrer Bertrand. Ouais, attends, comme j'étais en train de répondre en même temps au chat, j'ai pas écouté le début de la question. Non, sur la proportion du chiffre d'affaires, l'équilibre entre restauration, loisirs purs, l'amplitude que ça peut prendre, les choix managériaux et stratégiques qui dépendent un petit peu de ça. C'est pas évident à analyser parce que bon, encore une fois, moi je suis plus chez Cohesio, donc j'ai pas chez Lucky Fox, donc j'ai pas les chiffres actuels. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on avait quand même réussi à attirer une clientèle qui ne venait pas chez Cohesio et qui est venue grâce à ce nouveau concept hybride. Donc l'hybridation d'un concept est quand même intéressant. S'il y avait eu qu'un resto, je pense qu'on aurait eu du mal parce qu'il y avait beaucoup de concurrents autour et donc les gens ne seraient pas venus pour un resto inconnu entre guillemets. Le fait d'avoir un concept hybride différenciant a permis d'avoir une part importante de nouveaux clients qui découvrent aussi Cohesio par la même occasion, mais ça fonctionnerait très bien en standalone. Après la répartition chiffre d'affaires bouffe par rapport à chiffre d'affaires jeu, je l'ai pas en tête aujourd'hui. Etienne, sur ce type que toi tu as travaillé, pardon, je te laisse rebondir. Sur ce type de concept hybride de hit and play, effectivement, on inverse souvent la tendance où le pourcentage de chiffre d'affaires de restauration est souvent supérieur au chiffre d'affaires de l'activité loisir. Ce qui n'est pas le cas dans la plupart des parcs classiques, que ce soit des parcs outdoor ou indoor qui se situent en moyenne entre 20 et 30% du chiffre d'affaires. Et il y avait une question tout à l'heure, effectivement, qui était pertinente, qui est de se dire que l'activité restauration midi et soir ne génère pas le même chiffre d'affaires. Alors, c'est assez vrai sur de la restauration en ville. C'est pas toujours le cas sur un parc de loisirs. C'est beaucoup le cas sur des parcs indoor, qui sont plus fréquentés en soirée par des groupes d'adultes. Mais c'est aussi vrai sur des restaurants tout court qui, des fois, ont une formule midi pas chère, un plat du jour et qu'on ne retrouve pas le soir, qui ont des fois des cartes de restaurants différentes, d'ailleurs, midi et soir. Donc, la répartition chiffre d'affaires est souvent plus élevée le soir qu'à midi. Juste en complément sur l'offre de loisirs, autre qu'elle soit social gaming ou parc d'attractions, à mon sens, c'est une question d'ambition de ce qu'on veut porter sur l'offre de restauration. À groupes similaires et activités similaires, si on prend par exemple la salle d'escalade en voie ou en bloc, on a deux très gros acteurs, donc Arcos et Climb Up. Arcos qui a une vraie ambition sur l'offre de restauration, plus de 40% de son chiffre d'affaires est dédié à la restauration. Climb Up qui a fait plutôt le pari de s'orienter vers quelque chose d'autre et plutôt en fait sur l'activité en elle-même d'escalade. Et là, on a moins de 10% des chiffres d'affaires autour de la restauration. Donc, à mon sens, c'est un peu ce que disait Bertrand tout à l'heure. Si on a une ligne claire
sur ce qu'on souhaite proposer en termes d'offres de restauration quand on est un acteur du loisir, on peut très bien aller doper son chiffre d'affaires sur la partie restauration. C'est une question d'ambition et de vision en termes de restauration, et forcément que l'opération suive derrière dans les cuisines. En tout cas, ça se réfléchit dès le démarrage, dès le montage du concept et du positionnement public, ça c'est certain. Bon, il est 12h30 passé, on voit l'audience qui chute, on a tous faim. Par contre, voilà, je voulais pas faire une édition comme ça sans évoquer un concept assez dingue qui hybride aussi le divertissement et la restauration, qui est Eatrenaline, le concept d'Europa Park. J'avais envie de vous entendre un petit peu chacun là-dessus. Eatrenaline, pour ceux qui connaissent pas, c'est une attraction restaurant qui a été imaginée par la famille Mac à l'origine d'Europa Park, qui propose de vivre une soirée gastronomique dans une attraction de type Dark Ride, où on va embarquer sa table quasiment, son siège et sa table se déplacent dans un environnement très scénographié avec de la musique, de la lumière, des effets, du mapping au sol, et on va à chaque fois avoir une dégustation coordonnée avec l'environnement qu'on a autour. Ça dure toute une soirée, c'est vraiment exceptionnel. Dès qu'on a pu le tester, on est assez enthousiaste sur le sujet. C'est une autre manière d'hybrider finalement la restauration et l'expérience. N'hésitez pas à aller regarder un petit peu sur Internet ce que vous trouvez dessus, ça vous donnera certainement envie d'y aller. Et voilà, je voulais vous entendre un petit peu là-dessus comme autre possibilité de rendre restauration et attraction hybridée. Moi, j'ai pas pu tester Eatrenaline, et c'est vraiment un mode coaster de la restauration d'après ce que je comprends. Donc c'est très spécifique. Je sais pas si ça a été dupliqué, pour l'instant non. Ce serait l'idée effectivement, parce qu'il y a plein d'endroits où ça peut trouver sa place finalement. Des grandes destinations très attractives avec beaucoup de passages. C'est pas simple, c'est un modèle complètement unique, mais en tout cas voilà, c'est le Dark Ride restaurant, le chariot qui va se déplacer, sauf que vous regardez un décor et effectivement en même temps on va manger. Faut regarder si c'est rentable, quoi, parce que j'imagine que l'investissement. Le développement est monstrueux. Le développement, c'est une question. Bertrand, je suis en contact avec eux pour les tester bientôt, donc on essaiera d'y aller ensemble à l'occasion. Mais ils sont à l'origine souvent de concepts assez novateurs, dont un qu'ils ont gardé pour eux pendant très nombreuses années. Moi, c'était à l'époque où je travaillais sur d'autres parcs d'attractions. On aurait aimé avoir ce concept-là et ils n'ont pas voulu. Le Futuroscope a réussi un truc magnifique, c'est de réussir à l'avoir, parce que honnêtement, il a fallu, je pense, batailler pour l'avoir. Donc, il s'appelle le Space Loop au Futuroscope, où les plats partent de la cuisine, montent jusqu'à une cuisine d'envoi, un office d'envoi, et ensuite sont envoyés donc à chaque table par un système de coaster en fait. C'est assez exceptionnel, et là en termes d'immersion, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Avec de l'argent, on peut faire des choses formidables. Oui. Ce que je trouve assez remarquable, c'est ce que fait Ephémera en ce moment, parce qu'ils arrivent à faire un concept en vendant de la restauration pas très chère. C'est bien positionné en termes de prix, avec quand même de l'immersion. Alors c'est pas évidemment des roller coasters à 10 millions d'euros, mais c'est bien foutu, et donc je pense qu'il y a un vrai avenir sur ces concepts. Et pour souligner, Bertrand, je suis 100% d'accord avec les lectures sur Ephémera, d'autant qu'Ephémera, c'est pas un concept qui nécessite autant de capex que des concepts comme on vient de parler, comme le roller coaster au Futuroscope, et qui sont en assez gros développement en ce moment. Nous, avec nos clients, effectivement, c'est souvent un élément de cahier des charges, que ce soit un hôtelier ou peu importe le client, d'avoir forcément une dimension immersive dans le restaurant, ou d'avoir un totem qui en fait le rendre emblématique, ce lieu-là. Donc, à mon sens, il y a le premier degré, c'est d'avoir un élément totem qui va faire de cet établissement un établissement différent. Et le deuxième, où là on va beaucoup plus loin, avec une offre complètement immersive, type Ephémera ou le Space Loop, comme on a parlé tout à l'heure. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous. Vous avez les coordonnées de nos interlocuteurs dans le chat. N'hésitez pas, ou sur LinkedIn, n'hésitez pas à les contacter si besoin. Ils seront ravis de vous écouter, de vous aider s'ils peuvent. On a atteint 80 connexions sur ce webinaire, qui est effectivement un de nos plus réussis de ce côté-ci. Donc, bravo en tout cas pour ces interventions. Merci à tous d'avoir participé à cette édition, et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci de l'invitation. Bye bye.